Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Jérôme de Dauphin, donc je suis enseignant-chercheur à l'université de Caen, ici. Donc j'ai une partie enseignement que je fais à l'IUT, au département mesures physiques. Alors j'ai un de mes étudiants qui est là. Il regarde son téléphone, mais c'est pas grave. Et sinon, en dehors de ça, je suis chercheur donc au laboratoire ABTE, qui est un laboratoire un peu spécial dans le sens où il appartient à la fois à l'université de Caen et à l'université de Rouen. Donc c'est un laboratoire Caen-Rouen. Donc ABTE pour aliments, bioprocédés, toxicologie, environnement. Donc moi, mon domaine particulier de recherche, c'est plutôt des applications sur les aliments. C'est pour ça que la conférence s'appelle Le parfum des aliments. Et donc j'ai surtout par le passé travaillé beaucoup sur les odeurs, les arômes, notamment liés à différents échantillons des aliments. Alors pour la petite histoire, alors c'est pas quelque chose de très très commun, donc j'ai fait ma thèse sur les composés aromatiques des calvados sortis à alambic. Donc un sujet bien intéressant, au moins qui peut parler à un peu tout le monde. Donc, avant de réellement débuter sur le fond du parfum des aliments, je vais commencer par vous parler un petit peu du contexte de cette présentation. Alors, ce sont les étudiants, les jeunes du réseau Jeunes de la Société Chimique de France, donc qui organise plusieurs événements autour des odeurs, des arômes. Donc cette conférence en fait partie. Il y a déjà eu 2 autres conférences qui ont eu lieu en début de semaine, et aussi différents ateliers alors il reste apparemment pas beaucoup de place ou plus de place, mais différents ateliers sur créer son parfum de A à Z, ici avec différents lieux, différentes dates. Ces événements ont lieu à la fois sur Caen, pour certains sur Rouen et sur Le Havre au mois de novembre. Donc je voudrais déjà remercier au moins les personnes du réseau Jeunes de la Société Chimique de France pour avoir fait appel à moi pour cette conférence. Alors donc, c'est pas le bon affichage. Donc j'ai prévu de vous présenter le parfum des aliments et au travers d'une escapade gastronomique. Donc alors, au menu que vous aurez ce soir, donc on commencera par une verrine de poire au foie gras. J'espère que vous allez apprécier le contenu de ce repas. Une autre côte grillée au feu de bois, accompagnée de ces petits haricots. Alors vous voyez un petit astérix. Il n'y aura pas de supplément pour le rajout du petit vin qui accompagnera ce plat de résistance. Et puis alors, je ne suis pas trop dessert, clairement. On passera directement au café, au chocolat et au pousse café. Alors ça reste un petit peu mystérieux tout ça. Donc pour commencer en entrée, donc une verrine de poire au foie gras, comme vous voyez ici. Alors j'imagine que chez certains d'entre vous, ça a pu déjà relever quelques sensations. Alors on appelle ça une illusion gustative ou une illusion olfactive. Évidemment, c'est votre vue qui a un impact directement sur cette image. Alors pour certains, ils vont apprécier, pour d'autres, ils vont pas apprécier. Mais voilà, on va avoir des sensations liées directement à notre visuel. Alors ça, évidemment, dans la conférence ici, je ne vais pas trop en parler. On va occulter différents sens qu'on va avoir. On va occulter le sens du goût, on va occulter le sens de la vue, de l'ouïe. Bon, ça ne sert pas trop dans ce domaine-là, mais on va occulter tous les autres sens pour voir plus exactement le parfum et l'odeur des aliments. Alors j'ai mis ici sur cette diapositive le mot arôme entre crochets. C'est pour vous dire que l'arôme, si on regarde la définition dans le Larousse, on s'aperçoit que la définition est un peu vague. C'est un principe odorant qui s'échappe de différentes substances d'origine végétale ou animale. Alors ça, c'est la réalité du dictionnaire, mais la réalité des scientifiques est vraiment plutôt celle de se dire un arôme, c'est quelque chose qu'on ressent lorsqu'on va ingérer un aliment notamment. On va avoir des notes aromatiques, mais c'est plutôt lié
au fait de manger quelque chose plutôt que d'être une odeur qu'on perçoit directement par son nez. Ce qui sera beaucoup plus vrai, c'est le mot odeur, alors qui reste vague, émanation volatile qui se dégage de quelque chose et que l'on perçoit par l'odorat. Donc toute la cavité nasale qui est ici. Et puis, moi j'ai eu envie de parler de parfum plutôt, parce que manger ça peut être aussi un plaisir. Et donc quelque part, le parfum, ça va être une odeur, mais avec une certaine appréciation de l'odeur. Alors donc, dans un premier temps, sur cette entrée, on va avoir un petit peu les mécanismes de perception des odeurs en prenant cet exemple. Et si on regarde cette association foie gras avec poire, on aura ici, en fin de compte, une association de deux produits, avec un produit qui aura plutôt une action sur la saveur et un autre qui aura une action principale sur l'odeur. Alors c'est pas l'entière vérité, mais en tout cas, ici, une base d'un aliment relativement gras comme ça, on va avoir une perception supplémentaire, une perception plus intense, notamment des odeurs d'un fruit comme la poire. Sur l'odeur de poire, si on regarde un petit peu la littérature scientifique, alors moi je suis un chimiste, donc vous allez voir passer beaucoup de noms que peut-être vous ne comprendrez pas ici. Donc on va avoir pour l'odeur de poire telle qu'elle est décrite dans des articles scientifiques, eh bien on dit qu'on arrive à reconstituer l'odeur de poire à partir du moment où on va mettre tous ces composants ici ensemble dans un même mélange. Et on va avoir la même sensation que si on était en train de sentir une poire. Alors, vous voyez ici, on va avoir vraiment des portions très très différentes pour chacun des produits. Et à chacun de ces composés ici, eh bien, on aura une note différente, une note d'odeur. Et cet ensemble va nous donner l'odeur de la poire. Alors, il faut savoir qu'ici, moi, je vais parler des aliments. Les aliments, clairement, ce sont des odeurs qu'on va appeler complexes. C'est-à-dire qu'elles vont être, ça va être une multitude de choses qui va être ensemble et qui va permettre de ressentir ce qu'on va appeler, par exemple, poire. Alors, comment ça se passe au niveau de notre perception de ces odeurs? Eh bien, tout ça, c'est lié à plusieurs choses, déjà. Donc, la première chose, déjà, c'est que lorsqu'on a un aliment, il faut au moins que les composés qui soient dans l'aliment puissent s'évaporer et donc aller vers notre cavité nasale. Cette cavité nasale, eh bien, on a pour l'espèce humaine un tout petit épithélium olfactif. Cet épithélium olfactif, eh bien, il va pouvoir accueillir certains composés et en accueillir d'autres un petit peu moins. Alors en fin de compte, c'est lié à ça ici. On a des cils qui sont là. On a une couche de mucus qui est là, et en fin de compte, cette couche de mucus agit comme une sorte de piège de certaines composés. Après, c'est autre chose, on a cette information qui va passer par le bulbe olfactif et qui va pouvoir être envoyée au cerveau par la suite. Alors le transport de cette information, donc elle va passer par les cils olfactifs, et ces cils olfactifs, eh bien, faut imaginer comme lorsqu'on est enfant, on a des petits jeux dans lesquels on met des pièces, soit ces pièces s'effacent, soit ces pièces s'effacent pas. Alors il y a certaines pièces qui se positionnent plus ou moins bien, d'autres non. Eh bien c'est le cas ici. Pour le transport de l'information, on va avoir, comme vous voyez ici, 4 pièces, donc 4 composés qui arrivent sur la cavité nasale, sur les cils. Ces cils sont faits de protéines. Eh bien, ces protéines vont avoir les cavités pour recevoir correctement certains composés. Si on a une bonne géométrie de composés en face des protéines, à ce moment-là, on va avoir tout de suite une information assez intense. Par contre, si un composé ne se fixe pas, comme celui-ci ici, on n'aura aucune information qui sera envoyée vers le cerveau. C'est le cas par exemple on dit que l'eau a une odeur. Eh bien moi je dis en tant que chimiste, l'eau n'a pas d'odeur. L'eau c'est une molécule H2O. Cette molécule est tout à fait incapable de se fixer sur les protéines de nos cils, et donc c'est une molécule qu'on ne sent pas du tout. Après, dans l'eau, évidemment, il va y avoir d'autres composés qui vont donner une autre odeur, mais l'eau elle-même n'a pas d'odeur. Alors, cette information donc, va être dépendante aussi bien de la quantité de composés mis en jeu. On aura une différente intensité, des capacités, ça je l'ai dit juste avant, la nature des composés, est-ce qu'ils sont capables de se libérer, est-ce qu'ils sont capables donc aussi de s'associer aux protéines,
Donc il faut que les composés puissent s'évaporer. Et donc à ce titre-là, lorsqu'on a une odeur, un arôme, un aliment, eh bien c'est quelque chose qui, au bout d'un certain temps, faut se projeter sur quelque chose qui n'aura plus d'odeur, parce qu'il y aura un épuisement de ces composés qui vont se vaporiser depuis l'aliment. Alors, il y a des composés qu'on va sentir très bien. Par exemple, si on prend l'exemple des roses fanées, on a quand même une odeur assez puissante. C'est parce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en jeu à ce moment-là. Par exemple, une absence d'eau qui permet aux composés de facilement se libérer. Mais globalement, on a quelque chose qui est limité dans le temps au niveau de ce qu'on peut percevoir. C'est un des travaux pratiques qu'on fait à certains étudiants en enseignement. Par exemple, ils dosent la vanille. Alors la vanille, c'est quelque chose d'assez particulier parce que c'est peut-être le seul aliment qui possède un seul composé qui donne l'odeur globale, ou la dominante odorante. Donc on leur met à disposition différentes échantillons à base de vanille, et puis nous on s'aperçoit au fil du temps que lors de nos séances de travaux pratiques avec les étudiants, qu'on perd au fur et à mesure de l'intensité du composé et de sa quantité. Donc c'est des choses qui sont effectivement limitées dans le temps. Alors il y a des odeurs qui s'échappent plus ou moins vite, d'autres plus ou moins lentes, donc on peut avoir quand même des odeurs qu'on peut garder sur des années pour certaines. Donc ça c'est les capacités des composés, et puis malheureusement ça dépend aussi de notre état de forme, ou heureusement, je sais pas, donc ça dépend, on peut avoir des moments de sécheresse, d'encombrement nasal, ce qui fait qu'on va nous-mêmes déformer l'information, on va pas avoir la même réception des composés, d'où une perception différente, voire des fois quelque chose de trop encombrant, quelque chose de trop fort, un composé avec une intensité trop forte, ce qui fait qu'on aura une saturation de certaines protéines qui vont accueillir les composés, et du coup on aura seulement une odeur, voire cette odeur complètement déformée. Donc on a ces phénomènes de saturation qui fait qu'on peut percevoir une odeur différente de ce qu'elle pourrait être à une quantité moindre. Alors cette reconnaissance d'odeur, eh bien c'est un système chez l'homme qui est très rapide. C'est le sens le plus rapide qu'on ait, l'odorat. C'est parce qu'on a une jonction directe entre le bulbe olfactif et puis le lieu de la mémoire, l'hippocampe, qui va nous permettre de dire « Ah oui, ça je me rappelle, on m'a dit avant que ça s'appelait orange, donc ça c'est une odeur d'orange. » Donc on a comme ça des associations dans notre mémoire par rapport à des odeurs qu'on a pu nous transmettre, ou par rapport à des objets qu'on a pu avoir. On a aussi un traitement de l'information directement ici, dans ce qu'on appelle le cortex piriforme ou cortex primaire, que tous les mammifères notamment ont. Nous, on a un cortex secondaire qui nous permet d'avoir d'autres informations, les traiter différemment. Donc on va avoir clairement, lors de la reconnaissance des odeurs, tous peut-être un langage différent, qui est lié à notre expérience ou à notre propre vécu au niveau des odeurs. Je vais aller très vite sur cette diapositive-là, parce que clairement ça ne va pas nous intéresser trop. On est ici sur les arômes, on n'est pas sur le parfum ni sur les odeurs, mais il existe cette voie rétronasale ici. Et quel est l'intérêt? Eh bien l'intérêt au niveau de la mastication, c'est qu'on va libérer dans les aliments, lorsqu'on mange, certaines odeurs. Alors, vous pouvez faire le test, vous pouvez prendre chez vous un grain de café et le sentir, et vous aurez quasiment aucune sensation en face de ce grain de café. Vous considérerez qu'il n'a aucune odeur. Par contre, vous l'écrasez, vous verrez que vous aurez une libération des composés qui fera que vous aurez une sensation un peu forte. Eh bien, cet effet, il est fait par la mastication. Ici, lorsqu'on va manger, il est fait aussi par l'action de la salive, par différentes choses, et ces composés qui sont donc libérés au niveau du fond de la langue, eh bien, vont arriver par ce qu'on appelle la voie rétronasale pour être ressentis au niveau aussi de l'épithélium olfactif qui est ici. Donc on va avoir en fin de compte, lorsqu'on mange, eh bien, une première appréciation par l'odeur, et puis une seconde appréciation par cette voie rétronasale, où là on va avoir vraiment le nom d'arôme donné au composé. Donc voilà pour la voie rétronasale, mais je vous ai dit aujourd'hui on ne va pas trop en parler.
Alors, ce que je vais vous proposer maintenant en plat de résistance, c'est cette entrecôte, donc avec des haricots. Et au niveau de ce plat de résistance, eh bien, on va parler plutôt de reconnaissance des odeurs. Alors, si jamais on parle de reconnaissance des odeurs, c'est parce qu'on a tous, comme j'ai dit juste avant, un certain vécu, hein, qui va dépendre de ce qu'on a pu avoir dans l'enfance. Et donc, vous avez ici l'image de la tour de Babel. C'est un peu ça. Hein. Si jamais il n'y a pas de code, on a tous un langage différent. Hein. Donc, c'est réussir quelque part sur ce domaine des odeurs à avoir un même vocabulaire, hein, en face d'une même odeur. Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Alors, je ne vais pas aller très très loin sur la reconnaissance des odeurs. Je vais prendre un modèle extrêmement ancien, mais qui pour moi a fait globalement ses preuves. Vous pourrez aussi très facilement trouver ce document. C'est une étude qui a été faite par un Français, Jean-Noël Jobert, et donc qui a inventé, ou plutôt mis en place, ce champ des odeurs. Alors depuis, hein, il existe pas mal d'autres modèles. Il en existe notamment un qu'on va voir après dans le domaine du vin. Il existe aussi des roux, hein, des odeurs pour certains aliments. Mais globalement, avec ce champ des odeurs, on a à peu près tout ce qu'il faut. Alors ce champ des odeurs, en fin de compte, c'est un classement, hein, des différentes odeurs en secteur comme ça d'un demi-camembert. Donc on va avoir ici des notes qu'on appelle pyrogène. Alors on va aussi parler d'empyreumatique. Donc on va avoir des notes d'odeurs grillées, phénolées, cuites, caramel. On va avoir dans ce domaine-là des odeurs plutôt soufrées, ici des odeurs plutôt boisées, hein, dominante sylvée, et puis par exemple ici des odeurs fruitées, florales. Et puis on va voir qu'à travers ce champ des odeurs, et puis on peut aussi regarder quelques associations. C'est-à-dire que les associations d'odeurs, elles se feront généralement plutôt bien à partir du moment où on sera dans un même secteur du champ des odeurs. Lorsqu'on aura vraiment des odeurs orthogonales, on aura une perception qui sera difficile. Donc, la plupart du temps, on associera des odeurs dans les aliments, hein, qui sont dans le même secteur du champ des odeurs. Alors si on revient à notre modèle de notre viande grillée ici et de nos haricots ici. Alors la viande grillée, eh bien, si jamais on la sent, on va plutôt avoir une dominante grillée, hein, ici. Donc on va être dans un pôle pyrogène. Si on prend les haricots, alors les haricots crus, là cette fois-ci c'est plutôt on a une dominante qu'on va appeler verte, hein, on dit ça dans le domaine des odeurs ici, hein. On sera par ici. On aura une note qui sera finalement un petit peu entre le floral et le fruité. Mais par contre, eh bien, les haricots, je vous déconseille généralement, et les personnes ne le font pas, on ne mange jamais des haricots crus avec de la viande cuite. On a quelque chose d'assez désagréable. Et donc, clairement, les haricots, on les mange cuits. Et en fin de compte, cette note verte qui est dominante dans les haricots crus, on va avoir une dominante cuite lorsqu'on va manger des haricots. Donc on va avoir comme ça un replacement un petit peu de l'odeur et une association tout à fait correcte entre ces deux aliments. Alors, avant de passer à la suite, j'ai sorti un petit peu des feuilles pour chacun, donc je vais pouvoir vous les distribuer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur la table j'ai apporté des petits flacons. Donc sur ces flacons, eh bien, en fin de compte, vous aurez tout le repas de ce soir avec une feuille qui vous permettra d'apprécier à la fin de la séquence, eh bien, les différentes odeurs ou les différents parfums que j'ai pu ramener avec moi, hein, qui sont ici et qui sont clairement des extraits de tout le repas, hein, qu'on a ce soir. Alors, je fais un petit peu exprès, je les ai laissés là pendant la durée de la conférence, comme ça ils prennent un petit peu le chaud, parce qu'on a vu juste avant que une odeur avait besoin de s'évaporer, hein, pour qu'on puisse la sentir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va mettre par exemple un aliment dans un congélateur, dans un réfrigérateur, on aura une sensation olfactive qui sera beaucoup moins importante que si on a un produit à température ambiante.
Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va apprécier mieux, hein, ça va dépendre effectivement des aliments après. Mais en tout cas, tout aliment qui sera porté à une température un peu plus élevée, eh bien on aura forcément une évaporation plus importante des composés. Donc on va les laisser là pour l'instant et on les reprendra à la fin. Donc un aliment, eh bien pour certains c'est des choses que vous connaissez déjà, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on va dans des jurys de dégustation, par exemple, eh bien, on a ce type de poste de travail ici, avec de l'eau, généralement aussi de la mie de pain. Ça permet en fin de compte d'absorber des composés qu'on aurait dans la bouche. Hein, c'est ça le but de manger du pain en même temps. Et puis ensuite, on va déguster. Et puis généralement, on va noter l'appréciation. Alors l'appréciation, on va dire j'aime ou j'aime pas, hein, de 1 jusqu'à 10 par exemple. Alors, ce sont des exemples après. Hein. On va noter aussi l'intensité de l'odeur. Est-ce qu'elle est puissante? À ce moment-là, on a quelque chose de l'ordre de 10. Est-ce qu'elle est faible? On aura quelque chose de l'ordre de 1. On va aussi noter la qualité de l'odeur. Alors la qualité de l'odeur, c'est savoir finalement où se situe l'odeur quelque part dans un modèle, hein, comme le champ des odeurs ici. Et puis après, pour ceux qui sont un peu plus experts, eh bien, on peut aller vers ce qu'on appelle alors non pas des dominantes, mais là des notes secondaires. Hein, donc par exemple, on peut avoir une note principale qui soit fruitée, et puis on va pouvoir décrire derrière des notes secondaires type beurre ou voire même herbe. Hein, donc on va avoir un langage déjà sur la dominante principale, et ensuite on peut peut-être décliner ce qu'on appelle la complexité de l'odeur. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes notes d'odeur dans les aliments. Donc voilà, vous avez déjà une partie du tableau qui est remplie ici. Alors, donc vous aurez quelque part, alors ça va pas forcément être les mêmes numéros, d'accord, de la viande grillée, des haricots, avec, on mettra par exemple comme dominante ici dans les cases pyrogène pour la viande grillée, grasse, voire cuite pour les haricots. Alors là, ici on a des haricots qui sont crus, donc on va plutôt mettre grasse. Et puis ensuite on peut décliner un peu les odeurs. Et puis vous, ça sera à votre charge ensuite de déterminer les 8 éléments du repas de ce soir. Donc ça, on le fera par la suite. Alors, j'ai bien dit tout à l'heure que l'accompagnement était sans supplément, donc on va passer à l'accompagnement. Le vin rouge, alors pourquoi parler du vin? C'est un peu spécial, c'est parce que le domaine du vin, eh bien, vous connaissez l'œnologie, donc c'est le premier domaine dans lequel on a vraiment étudié de près les arômes dans ce qui est alimentaire. Hein, donc on a des codes qui sont déjà connus depuis pas mal d'années. Et aussi, je tente aussi de vous aiguiller sur des choses que vous pourriez avoir chez vous. C'est par exemple un coffret. Alors, je cache il y a plusieurs fournisseurs, hein, d'accord. Donc, ce coffret s'appelle le nez du vin. Et il existe des coffrets par 20, par 30, par 40, par 50. Et ça vous permet d'avoir vos codes, les codes connus pour chacune des petits flacons qui sont là, avec une explication, avec l'odeur qui correspond exactement. Parce que comme on a dit tout à l'heure, suivant votre vécu, vous pouvez avoir une appréciation différente du produit. Donc là, c'est l'exemple de coffret qui vous permet de bien remettre les choses en place par rapport aux odeurs qui sont considérées comme telles. Donc ça, c'est le domaine du vin. Au niveau de l'avancée ici, on va regarder un petit peu ce qui se fait dans mon domaine, qui est le domaine de l'analyse chimique. Alors comment nous chimistes on va aller regarder les éléments odorants qui vont être dans un aliment. Alors ça c'est une technique qui est un peu nouvelle, hein, qui date du début des années 2000, donc c'est pas trop vieux encore. Donc la technique principale maintenant pour aller ce qu'on appelle extraire les odeurs d'un aliment, eh bien c'est une technique un peu barbare qui s'appelle la SPME. Alors c'est de l'anglais, hein, mais en fin de compte on n'a rien inventé réellement. C'est-à-dire qu'on fonctionne avec un petit flacon ici. On va mettre dedans à l'intérieur donc la substance qu'on veut analyser, et puis on va venir mettre une sorte de seringue ici, et cette seringue, eh bien, elle est équipée en bout ici
d'une petite fibre, et en fin de compte, on va faire que le revêtement de cette fibre ressemble un petit peu aux protéines qu'on a au niveau des cils olfactifs. Donc quelque part, on va venir capter les éléments odorants sur cette fibre. Bien sûr, tout ce qui ne sera pas volatile n'ira pas vers ça. Après, cette fibre ici, eh bien, on va l'utiliser pour aller on appelle ça injecter dans un appareil qui s'appelle un chromatographe. Alors, plus exactement, un chromatographe en phase gazeuse, c'est un flux de gaz qui passe, alors gaz non nocif, hein, c'est de l'azote en fin de compte la plupart du temps, et avec ce flux de gaz, eh bien, tout ce qui est arrivé sur la fibre, on va pouvoir le séparer. Hein, le but ici, ça va être de savoir finalement quels sont les composés mis en jeu et pouvoir décortiquer toute cette composition présente dans l'odeur des aliments. Alors, au niveau des appareils, on en a différentes configurations. Et ce qu'on va récupérer à la fin, eh bien, ça va être ce type de signal ici qu'on appelle dans notre jargon un chromatogramme. Et en fin de compte, dans cette empreinte ici de l'aliment au niveau de ses composés odorants, eh bien, on va avoir différents ici pics. Et à ces pics, ben, plus ils vont être grands, plus ça va signifier une certaine intensité d'un composé. On va avoir tous les composés ici, et on pourra même avoir un résultat qui nous permettra de dire quel est le composé mis en jeu. Alors, je vous le fais de façon simple. Après, au niveau du domaine, ce n'est pas si simple que ça. Mais globalement, on peut fonctionner comme ça, et on arrive comme ça à séparer les différents composés présents dans un aliment. Alors après, encore faut-il pouvoir recouper ça réellement par rapport aux odeurs. On a une machine ici, hein. Donc pour l'instant, on n'a pas de lien avec l'odeur. Eh bien, ça se travaille comme ceci. Eh bien, on est encore sur l'être humain. C'est-à-dire qu'on va avoir en parallèle, ici, alors dans l'appareil qu'on a vu tout à l'heure, il y avait une colonne qui permettait la séparation. Eh bien, à la sortie de cet appareil, on peut avoir une division ici, avec une division sur un détecteur qui permettra d'avoir le signal, l'intensité, tout ça, et puis ce qu'on appelle ici un port olfactif. Et donc on va faire venir des membres d'un jury qui, en général, des personnes très entraînées. Donc on va faire appel à 4-5 personnes très entraînées et qui vont, au cours du temps, décrire les sensations qu'elles peuvent avoir au niveau des odeurs. Alors cette technique s'appelle l'olfactométrie. Vous avez le nom ici, l'olfactométrie. Et donc la personne qui est là, eh bien, va sentir au fur et à mesure. Alors, on ne va pas s'arrêter sur un seul jugement. C'est pour ça qu'on va avoir un jury. On aura beau avoir ce qu'on appelle des experts du domaine, mais même un expert a ses faiblesses. On peut avoir certaines déformations. On n'a pas tous puis ça dépend des moments auxquels on sent aussi. Donc on va faire appel à plusieurs personnes. Et ces personnes, vous voyez, équipées d'une souris ici, le nez sur l'appareil pendant une vingtaine de minutes. Alors c'est assez fatigant pour eux. Vont ressentir au fur et à mesure et puis ils vont dire ah là on est à 2 minutes, je ressens une odeur de rose, son intensité elle est de 5 à peu près. Là je ressens, alors on est quelques temps après, une odeur de moisi, c'est tant de minutes. Alors il faut savoir qu'après il y a des choses qu'on apprécie, on apprécie certains aliments, ils ont de très bonnes odeurs, mais lorsqu'on décortique comme ça toutes les odeurs présentes, on va avoir un mélange d'odeurs, on va dire agréables et désagréables aussi. Et c'est cet ensemble qui va donner la qualité qu'on ressent. Et on ne peut pas se dire comme ça, tiens, on va enlever cette odeur-là, c'est pas si simple que ça, qui est désagréable. Et même des fois, quand on enlève une odeur désagréable, lorsqu'on a des systèmes de captation de certaines odeurs, eh bien, on va dénaturer la totalité de l'odeur et finalement, on aura une sensation qui sera très négative sur le produit. Donc, lorsqu'on est dans le domaine naturel, on fait face finalement à ça ici, c'est-à-dire qu'on obtient ce qu'on appelle alors j'aurais dû plutôt l'appeler un odorogramme plutôt qu'un aromagramme, parce qu'on est ici vraiment sur la sensation olfactive. Et donc on va pouvoir, en fonction du temps, donner les odeurs avec une certaine intensité ici. Alors là j'ai un peu triché, c'est pas du vin, c'est du Calvados. Je récupérais ça de ma propre thèse, d'accord. Ici donc avec ces différentes intensités d'odeur, eh bien on va avoir le signal en face d'un composé, et puis on pourra comme ça faire l'association composé avec
l'odeur perçue. Alors, le but, lequel il est dans ce cas-là. On pourrait dire oui, mais de toute façon c'est naturel, ça sert à rien. C'est que dans de très très nombreux procédés alimentaires, on va vouloir quelque part diriger vers une odeur qu'on trouve plus agréable qu'une autre. Donc l'idée ici de mettre en jonction un composé avec son odeur, c'est se dire ah oui, dans ce produit j'ai tel composé, et en général par rapport à la formule du composé, par rapport à, eh bien on va pouvoir savoir si le composé apparaît lors d'une transformation chimique, lors d'une transformation microbiologique, et dans certains procédés qui sont très très longs, on va pouvoir comme ça focaliser sur une certaine partie du procédé. Et dans le domaine donc des calvados sur lesquels je travaillais par le passé, l'idée c'était de se dire voilà, il y a de très nombreuses étapes, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir que le produit à la fin soit un peu plus floral, ou pour savoir si le produit peut être un peu plus pomme, ou qu'il soit un peu plus poire. On verra après qu'on n'a pas forcément qu'une notion de pomme dans le calvados, mais comme ça on peut diriger plus ou moins une fermentation et voir derrière dans quel sens ça peut aller. Donc, voilà au niveau de l'utilité de ce type de choses. Alors donc on va terminer notre repas par le café, le pousse café et le chocolat. Alors vous pourrez regarder cette très belle photo, c'est une photo de chez moi en fin de compte. Donc avec mes belles tasses de café, le petit chocolat et puis le calvados de mon grand-père. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut en brancher sur la composition d'un aliment. On n'a pas été sur cette composition générale pour l'instant. On a vu qu'on avait une note aromatique. Mais si on regarde un aliment, alors là plus ou moins on ne le mange pas trop comme ça, mais si on regarde un grain de café, par exemple un grain de café arabica, eh bien on s'aperçoit qu'on a évidemment plein de choses dedans. On a dans ce grain de café 0 à 5% d'eau, c'est pas l'eau qui prend beaucoup de place. Ici, on a des produits de caramélisation, condensation, on a des sucres, on a un petit peu de caféine, 1% dans l'arabica, on en a un peu plus dans le robusta. On a 5% d'acides qu'on appelle des acides chlorogéniques, alors c'est des tanins, en fin de compte, ils donnent une certaine amertume qu'on va percevoir lorsqu'on va les manger. On va avoir quelques lipides, et puis si on regarde ces trous-là, eh bien, vous pourrez les rechercher, le violet rouge qui est ici. Alors moi j'ai des problèmes de reconnaissance des couleurs. Alors je suis désolé si des fois vous voyez mal, moi j'ai l'impression de voir une différence, peut-être pas vous, mais en tout cas au niveau des arômes volatiles, c'est comme ça que j'ai vu ça ici, eh bien il n'y a aucun arôme volatile dans 100% de la composition d'un grain de café. Donc quelque part c'est éventuellement on nous ment en nous disant qu'il y a des arômes, qu'il y a des odeurs, il y a des composés odorants dans un grain de café. Alors là, c'est quand on regarde la composition générale. On ne doit pas forcément nous mentir. Si vous allez sur Internet, vous pourrez voir notamment des jolies choses comme ça qui sont très intéressantes à aller voir. Il y a plusieurs fiches de cette sorte-là. Et par exemple, pour l'arôme du café, eh bien, on va avoir le café lui-même et les composés principaux qu'on va ressentir avec, alors là c'est marqué en tout petit, je suis vraiment désolé, ici des odeurs qu'on va appeler des odeurs soufrées, ici, là des odeurs florales, ici une odeur fruitée, ici une odeur épicée, ici une odeur de caramel, et puis ici des odeurs plutôt terre moisie. Alors ces composés appartiennent tous à des familles chimiques différentes, donc quelque part c'est qu'on doit nous mentir en disant que ces composés existent dans le café. Alors c'est peut-être finalement omettre que lorsqu'on est sur une odeur dans un aliment, eh bien le composé qui est derrière, il représente une toute petite fraction de la composition. Si on prend le premier composé qui est odorant au niveau de sa composition dans un grain de café, eh bien ce sera ici, vous voyez le nom ici, ça s'appelle le furanéol. Alors il est associé à une odeur de caramel. Eh bien ce composé qui est en plus grande quantité dans le café et qui est le premier à être odorant, eh bien il représente à son maximum 0,012% de la composition du grain de café, ce qui est quasiment rien. Alors du coup dans le domaine des odeurs, lorsqu'on va vouloir regarder la composition dans un aliment,
eh bien, on va plutôt utiliser certaines unités. Alors ces unités de chimistes s'appellent le ppb, c'est-à-dire des parties par milliard, c'est-à-dire 1 pour 1 milliard de la composition en masse. Donc ces composés ici qui a 0,012%, ensuite on en a d'autres encore plus faibles au niveau de leur quantité, et on va même arriver ici jusqu'au composé 9 qui est là, qui représente moins de 0,00 non c'est bon, 4% ici, et le composé qui donne le plus d'odeur au grain de café, eh bien c'est ce composé là ici, qui représente moins de 0,0004% et qui a une odeur plutôt grillée, hein, qui donne la dominante odorante au grain de café. En dehors de ça, eh bien, tous ces composés vont interagir. Hein. On va avoir un apport, par exemple, pour certains cafés et pas pour d'autres, d'une odeur de vanille. Donc ça, c'est lié à un composé qu'on appelle la vanilline. Elle peut être de l'ordre de 0,0004%. Alors si jamais on a un petit peu plus dans certains grains de café, on arrivera à percevoir cette note de la vanille, et pour certains grains de café où on sera plus faible, on ne percevra rien du tout. Donc, ou alors quelque chose d'extrêmement léger. Alors, donc ces composés vont finalement tous interagir ensemble. On va avoir une note principale, et puis on peut avoir, ils ne vont pas forcément être tous au-dessus d'un seuil qu'on va voir après, hein, on peut avoir des notes secondaires associées au grain de café. Voire même, hein, vous voyez ici des notes secondaires qui peuvent être un peu désagréables. Hein. Vous voyez ici rance acide, mais on a quand même une certaine forme d'acidité dans le café qu'on recherche aussi. Donc on va avoir tout un mélange de ces composés. Alors la réalité d'un composé odorant, c'est plutôt celle-ci. Alors j'ai pris un exemple sur un composé qui s'appelle la bêta-damascénone. Alors c'est un composé qui est recherché, hein, parce qu'il donne un aspect plutôt fruité, floral, un peu miel, un peu doux. Et c'est un composé qui est recherché dans énormément d'aliments. Qui est fabriqué de façon naturelle, à partir notamment de tanins. Hein, c'est une décomposition de certains tanins. On le retrouve aussi dans de nombreuses huiles essentielles, hein, dans des plantes. Hein, et ce composé-là, ben, vous l'avez ici dans ce qu'il peut donner au niveau d'un grain de café. Alors c'est une étude, hein, c'est pas une étude que j'ai faite moi-même, hein, mais que j'ai repris. Et donc il est connu que pour chaque composé, on va avoir tout d'abord un certain seuil. Alors ce seuil, on va l'appeler seuil de perception. Seuil de perception olfactif, si on allait vraiment dans les termes exacts. Ce seuil de perception olfactif, c'est un seuil à partir duquel on arrive à dire qu'il y a un composé. On n'arrive pas forcément à le reconnaître, mais on arrive à dire là, il y a quelque chose. Alors on a tous un petit peu des seuils de perception qui peuvent être très différents. Hein, et puis certains vont aussi avoir travaillé un petit peu sur ce type de choses et on va avoir une meilleure perception à force de s'entraîner. Hein, donc moi-même qui entraînais des jurys de dégustation, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel au niveau olfaction, mais à force d'entraînement, à force d'être dans le domaine, et bien finalement lorsqu'on faisait des jurys de seuil de perception comme ça pour la détection de certains composés, ben sur une trentaine de personnes, je me classais toujours 2e ou 3e sur la perception. Alors que c'était à force, hein, d'avoir de sentir et de reconnaître ces odeurs. Donc seuil de perception, et puis au-dessus de ce seuil, on va avoir ce qu'on appelle un seuil de reconnaissance. Alors là par contre, à partir de ce moment-là, on va pouvoir dire oui, ce composé-là, il a telle odeur ou telle dominante. Donc par exemple, pour ce composé qui est la bêta-damascénone, eh bien, il va donner l'aspect fruité floral, une note secondaire du café, à partir du moment où il sera à hauteur d'à peu près 2 parties par milliard, alors 2 pour 1 milliard de présence dans le grain de café. C'est vraiment pas grand-chose. Ensuite, eh bien, on va avoir une sorte de déformation, une sorte de perception différente. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir ce composé en quantité un peu plus importante dans le grain de café, on va avoir donc l'intensité de l'odeur qui va augmenter, on va avoir une perception beaucoup plus forte sur le composé. Et vous voyez qu'ici, à partir du moment où on a un peu plus, eh bien l'odeur va un petit peu se déformer. C'est-à-dire qu'ici, pour ce composé-là, on va plutôt avoir une sensation de rose miel. Bon, finalement, c'est assez proche.
Quand on regarde le champ des odeurs, ces deux notions sont assez proches. Et puis, si l'intensité si la quantité augmente, on va avoir des sensations pour ce composé-là, miel boisé. Et là, vraiment, si on en a trop, alors ça devient vraiment désagréable. D'ailleurs, si on en a trop, c'est plus un composé recherché à ce moment-là. Eh bien, on va avoir une odeur de caramel, de pomme cuite, mais plutôt même, je dirais, de pommes mal cuites. D'accord. Donc, c'est vraiment une odeur très, très désagréable. Donc, pour tous les composés, on aura ce type de courbe et éventuellement, alors c'est pas pour tous pareil, mais des descripteurs différents selon la quantité. Donc voilà pour un exemple de ce qu'on peut avoir comme composé d'odeur à l'intérieur d'un aliment. Alors j'ai choisi dans un avant-dernier temps de vous parler du pouce café parce que on est ici, j'ai failli dire en Basse-Normandie, ça n'existe plus, mais en Normandie, et puis aussi pour vous parler de la création des odeurs dans un aliment. Comment on va avoir la création de ce parfum relié à un aliment. Eh bien, on va avoir des choses qui sont très très complexes. Alors j'ai pris de toute façon quelque chose de très complexe, c'est-à-dire que si jamais on prend le procédé de fabrication par exemple d'un calvados, on va partir des pommes acides, on va avoir une étape de broyage, de pressurage, on obtient ce qu'on appelle un mou. Ce mou, c'est un jus pas très agréable. On fait une partie, on va dire qu'on va le clarifier pour obtenir quelque chose d'assez limpide. Et c'est seulement ça qu'on va mettre en fermentation. On va avoir une action et puis une augmentation du taux d'alcool pour la production de cidre. Alors soit on va l'arrêter, ou soit on va la continuer, et là on va la continuer très loin pendant plusieurs mois, et on va obtenir ce qu'on appelle un cidre à distiller. Le cidre à distiller, il ne faut pas du tout le boire, il est très très désagréable, il est très acide. On appelle ça l'astringence lorsqu'on va pouvoir avoir cette sensation en bouche. Et puis ce cidre à distiller, ensuite on va obtenir un calvados sorti alambic pour lequel on va avoir un vieillissement en fût. Donc vous voyez les multiples étapes, et dans chacune de ces étapes, eh bien, on peut avoir l'apparition, la création de composés qui sont odorants. Alors je dis bien la création parce que lorsqu'on a un procédé aussi long, alors je reprends mes petits chromatogrammes ici, eh bien on s'aperçoit qu'il reste finalement plus rien du tout du produit initial. Alors là ici vous avez l'empreinte en rouge de ce qu'est le mou de pomme à cidre au départ, avant la fermentation, et de ce qu'on peut obtenir à la fin dans l'eau de vie sortie alambic. Même pas à la fin d'ailleurs. Donc quand on regarde la superposition de ces pics qui sont ici, donc ça veut dire qu'on a le même composé présent, et bien finalement, et c'est une idée reçue, on dit par exemple qu'un calvados a une odeur de pomme, et bien il ne reste strictement rien des composés d'odeur de la pomme de départ. C'est vraiment une transformation, mais vraiment très importante. Alors vous voyez ici qu'on a une superposition, vous voyez des choses beaucoup plus grandes en orange ici. Évidemment, on a un produit qui est distillé, donc quelque part on le concentre, et en le concentrant, bien on va avoir des composés d'orang qui sont présents en beaucoup plus forte proportion. Cette forte proportion fait que lorsqu'on sent un calvados par rapport à un cidre par exemple, eh bien on a une odeur beaucoup plus forte que lorsqu'on sent un cidre ici. Donc ces pics ici d'intensité très très forte. Donc clairement, on a dans chacune de ces étapes des créations d'odeurs. Alors ces odeurs, comment elles se créent? Elles vont se créer par différents procédés. Ça peut être une apparition par une réaction chimique, ça peut être une réaction qu'on appelle aussi microbiologique, et notamment dans le cas de ce type de produit, eh bien, on va avoir une création des odeurs par les micro-organismes qui sont mis en jeu pendant la fabrication. Donc l'utilité des levures dans la production ici de cidre ou de calvados par la suite, eh bien, c'est que un certain nombre de levures, des micro-organismes qui sont présents, eh bien, vont assimiler des sucres, glucose ou fructose, pour produire de l'éthanol. Elles en produisent beaucoup. Pour certaines autres n'arrivent pas à survivre à ça. Mais en tout cas, on produit jusqu'à 100 000 ppm, c'est-à-dire 100 millions de parties par milliard, ce qui est relativement énorme. On arrive à 8%, 10% plus exactement ici la composition. Mais
Entre-temps, on a la production d'éthanol, mais on va avoir des réactions qu'on va dire secondaires. Ces micro-organismes, les levures elles-mêmes, sont aussi capables d'aller rechercher des composés, comme par exemple les acides aminés ici. Alors, je vous en donne un qui s'appelle la phénylalanine, et ces levures, en assimilant tout à fait autre chose que les sucres, donc les acides aminés, sont capables de produire un composé comme le 2-phényléthanol ici. Alors, composé qui va être présent en proportion beaucoup moins forte que l'éthanol, mais qui lui développe une odeur très très agréable de rose. Donc, conclusion par exemple pour un produit comme celui-ci là, l'odeur de rose est principalement assimilable au 2-phényléthanol ici, ça nécessite forcément d'avoir une certaine richesse dans cet acide aminé là au tout départ de la production. Donc ça va dépendre vraiment de, par exemple, des pommes qui sont utilisées. Donc, certaines pommes, par exemple, vont plutôt être riches en phénylalanine. On va derrière avoir un produit qui va avoir une odeur relativement forte florale. Et puis d'autres, quasiment pas du tout. On ne va pas avoir d'apparition de notes florales dans le produit final. Donc là, c'est l'exemple d'une création d'odeur par les micro-organismes. En fin de compte, les micro-organismes sont quasiment les plus utilisés pour la fabrication d'odeurs. La plupart du temps, ce ne sont pas des réactions chimiques, ce sont des réactions microbiologiques. Dans le domaine des composés aussi, peut-être pas très agréables, mais par exemple, d'autres micro-organismes qui sont présents dans ce type de choses, qu'on appelle des... alors là c'est des lactobacilles, donc on est dans le domaine des bactéries. Ces bactéries dans le procédé ont une utilité dans le sens où elles diminuent un petit peu l'acidité du produit final. Donc ces bactéries en général, elles vont convertir un acide qui est très présent dans la pomme et elles vont le consommer. Alors on appelle ça la transformation malolactique, et elles donc sont pour la plupart utiles pour ne pas avoir une sensation trop acide au niveau du produit. Ces bactéries qui sont présentes en même temps vont avoir un certain métabolisme et vont aller transformer une partie des tanins qui sont présents dans la pomme par exemple. Donc c'est ce qui donne la couleur de la pomme de départ, et puis elles vont transformer ça par exemple en éthylphénol. Alors vous voyez ici, on peut faire apparaître du coup des odeurs très désagréables pour certains composés. Ici, ce composé volatile qui est ici, qui représente pas plus de 1 à 10 pour 1 million, a une odeur type soin de cheval, animal, médicament. En gros, on a ici une note odorante qui ressemble à celle lorsqu'on va chez le dentiste. Pas très agréable ici. On a un composé de la famille de l'eugénol, donc qui donne cet aspect un peu animal, un peu médicament, donc qui n'est pas très très agréable. Cependant, comme je vous ai dit tout à l'heure, si jamais on n'oriente pas la production vers ce composé-là, on a une disparition de l'odeur et on n'a plus une réelle balance du produit et on perd toute la sensation d'appréciation du produit. Donc c'est quand même nécessaire, mais en gros, tout le jeu ici, c'est d'en produire suffisamment, mais pas trop, ni trop peu. Donc on est vraiment sur des équilibres. Alors ça, c'est au niveau des micro-organismes. On peut avoir une création d'odeur au moyen de réactions chimiques. C'est ce qui se passe notamment au niveau de la distillation. Alors on appelle ça les réactions de Maillard. On va avoir donc ici, dans certains procédés, des procédés qui sont différents. Par exemple, dans le cas du Calvados, on peut distiller avec un alambic dit à repasse. Alors il est ici, donc c'est un alambic, pour le cognac ils disent charentais, mais c'est exactement le même, ou un alambic à colonne avec une simple distillation ici. Alors, par exemple, ce procédé qui est là nécessite un temps de chauffe beaucoup plus important, et donc les sucres qui vont être présents à l'intérieur du cidre, on va avoir une fabrication beaucoup plus importante de composés qui s'appellent des furanes, avec notamment le furfural qui peut donner un aspect, une odeur d'amande au produit. Et donc on va retrouver comme ça, par exemple dans certaines appellations de Calvados, par exemple le Calvados Pays d'Auge, pour la plupart du temps c'est ce type de distillation, pour d'autres Calvados c'est ce type de distillation. Dans le Calvados Pays d'Auge, on va retrouver des notes d'amande beaucoup plus fortes que dans d'autres Calvados. Comme ça on va avoir une orientation de la qualité des odeurs ici. Alors évidemment, en même temps, la distillation sert surtout à l'augmentation du degré d'alcool. Il y a aussi évidemment par exemple la dernière étape, le vieillissement. Alors on n'est plus réellement dans le cadre d'une réaction chimique, on n'est plus dans le cadre d'une réaction microbiologique, on va être cette fois-ci dans le cadre tout simplement d'une extraction. C'est-à-dire on prend
un composé de quelque part. Et donc lorsqu'on met par exemple un calvados dans une barrique, eh bien on va extraire, et ça je crois que c'est relativement connu, hein, des composés qui proviennent du bois, et ces composés qui viennent du bois sont multiples. Hein. Par exemple, on va retrouver la vanille. C'est pour ça qu'on retrouve généralement une odeur un peu vanillée, hein, lorsqu'on va avoir un vin, un calvados qui est vieilli en fût de chêne. Ça c'est un des composés déjà présents dans le bois. On a le génol qui donne du clou de girofle. Alors on a aussi un composé qui s'appelle, alors c'est bien dommage, hein, il s'appelle la whisky lactone parce que on n'a pas été les premiers à travailler sur les odeurs. On aurait pu l'appeler calvados lactone. C'est bien dommage, mais il s'appelle whisky lactone. Il est présent dans toutes les eaux de vie, hein, qui sont élevées en fût de chêne, hein, et qui donnent cet aspect un peu noix de coco au produit. Là vous voyez, hein, qu'il n'en faut pas beaucoup, hein. Une simple présence à 20 parties par milliard suffit pour ressentir son odeur. Alors dans un dernier temps, donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du chocolat. Alors dans la réalité, alors si jamais on reprend un petit peu le calvados avant, vous savez peut-être qu'il y a une tradition locale qui consiste à mettre dans la tasse de café le calvados en fin de repas. Alors là, l'utilité, cette seule utilité, c'est vraiment que les odeurs puissent s'évaporer un peu mieux. On a une intensité beaucoup plus forte du produit lorsqu'on a encore de la chaleur dans un récipient. Donc ça, c'est pour ceux qui dégusteraient le calvados vraiment dans leur tasse de café après le repas. En général, on peut associer aussi le café au chocolat, mais là, la plupart du temps, c'est plutôt une action sur la saveur. Hein, donc une action sur la saveur, parce que l'un et l'autre, le café comme le chocolat, associés l'un avec l'autre, vont être utilisés comme exhausteurs de goût. Hein, on va avoir comme ça une intensité beaucoup plus forte. Alors c'est surtout lié au chocolat notamment, qui possède des graisses à l'intérieur, et le café a une autre caractéristique qu'on appelle astringente, c'est-à-dire qu'on a une contraction de la langue due à l'amertume, et donc en mettant une substance un peu grasse comme le chocolat, eh bien on va avoir une profondeur en bouche, des odeurs qui vont rester pendant un certain temps. Hein, et puis comme ça on va pouvoir capter à l'intérieur de la bouche ces éléments odorants, et on va pouvoir les sentir avec une certaine intensité. Donc là on va avoir toute la plénitude à la fois de l'odeur du café qui sera restée, et en même temps de l'odeur du chocolat qui plaît quand même à pas mal de personnes. Alors ça c'est pour une action sur la saveur principalement. Mais néanmoins, quand on regarde de près ce champ des odeurs que vous devez avoir avec vous maintenant, eh bien, dans ce champ des odeurs, lorsqu'on regarde la proximité du chocolat et du café, eh bien, on va avoir des notes plutôt caramel, cuites, phénolées et grillées dans chacun de ces deux produits. Donc quelque part, on a une association assez assumée aussi au niveau des odeurs, une proximité très proche, et on évite donc ainsi d'avoir une association trop différente. Hein. On ne met jamais par exemple du citron sur quelque chose enfin c'est rarement avec du grillé. Alors on retrouve la même association intéressante aussi, hein, par exemple chez des notes plus tendre enfance, lorsqu'on va mettre par exemple du pain grillé avec du chocolat, hein, des choses comme ça. Hein, donc ces associations, et notamment dans un premier temps, eh bien on va plutôt avoir l'intérêt à avoir une odeur proche d'une autre et avoir un mariage relativement intéressant. Donc je vais finir là du coup ma présentation. Vous avez été très calme. Je n'ai pas dit grand chose pendant tout ce temps. Et donc comme vous avez vu là, alors je sais qu'on va pas avoir beaucoup de temps. On m'a dit qu'à 19h30 on devait quitter les lieux. J'ai apporté avec moi donc des extraits de tout ce repas qu'on a vu ensemble. Alors j'espère que vous avez des stylos avec vous. Je n'ai pas fourni les stylos avec. Vous avez un échantillon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors évidemment ils ne sont pas rangés dans le bon ordre, hein, c'est fait dans un ordre aléatoire. Vous allez peut-être avoir du mal à lire le champ des odeurs. Je dis à mes étudiants qu'il ne faut pas faire des figures aussi petites, et moi-même je le fais. Néanmoins, vous aurez à sentir. Alors à chaque fois, il y a 3 flacons par aliment, de la mousse de canard, de la poire, de la viande grillée
des haricots. Alors j'ai pris volontairement des haricots crus, du vin rouge, du café, du chocolat, du calvados, et vous serez certainement tout à fait perdu face à ces odeurs. Vous serez perdu parce que lorsqu'on déguste quelque chose, on fait appel généralement à tous nos sens. Le visuel, le gustatif, l'odorant, et là vous n'aurez que la sensation odorante. Vous n'aurez aucune sensation gustative évidemment. Alors surtout ne mangez pas la bouteille, d'accord. Et donc en vous faisant passer comme ça les flacons ici, vous adopterez la façon suivante pour entre guillemets les déguster. Alors il faudra placer votre narine relativement proche du bouchon. Vous mettrez bien le flacon dans vos mains comme ça. Alors l'utilité ce sera de mettre à votre température corporelle, de faire que les composés vont s'évaporer. Vous ouvrez la bouteille, vous sentez, et puis vous essayez de mettre ce que c'est, puis vous refermez aussitôt. Là, pour refermer aussitôt, c'est plus pour ceux qui vont devoir le sentir après, pour conserver un petit peu les odeurs présentes. Alors ce sont de véritables odeurs des aliments. C'est pas des odeurs achetées ou quoi que ce soit. J'ai de moi-même extrait mon repas d'avant-hier soir. Je suis désolé, c'est pas hier soir. Donc vous aurez à l'intérieur des petits montages que j'ai fait. Alors c'est pas très compliqué, on peut le faire chez soi. Il suffit d'avoir un mixeur. Parce qu'en fin de compte, on l'a vu tout à l'heure, une odeur doit se libérer de l'aliment. Si on a généralement au niveau de la mastication cette sensation-là. Donc en mixant, eh bien, en coupant en fines particules, on va avoir une libération beaucoup plus forte des composés odorants. Ensuite, soit c'est quelque chose d'assez juteux et on récupère le jus et puis on met du coton. Il y a du coton dedans. Alors ne regardez pas, n'essayez pas de regarder, sinon vous serez influencé éventuellement par une couleur que vous pourriez percevoir à l'œil. Donc vous ferez bien le jeu, d'accord. Évidemment, vous ne regarderez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis pour certains composés qui sont un peu plus durs, eh bien, là on va mettre un petit soupçon d'eau très légèrement chaude. Alors très légèrement, parce que sinon on déforme totalement l'odeur, pour pouvoir récupérer aussi là une sorte de jus et pour pouvoir imprégner le coton. Le coton c'est bien, du coup dans ce sens là on arrive à capter, à garder les odeurs, mais alors c'est pas infini, donc ces flacons dans quelques temps ça ne reviendront plus à rien, parce que l'odeur aura disparu. Peut-être qu'elle aura disparu dès ce soir, parce que voilà, ça peut aller très vite. Alors donc je vous l'ai fait passer du coup directement. Donc on a bien dit, vous l'ouvrez. Alors je sais pas trop comment je m'arrange. Ouais, je vais juste. Alors tu as un ici.